Alexis, on va commencer. D'accord? Très bien. Il y a quelques places là-bas, derrière. Bien, bonjour à tous et toutes. J'espère que vous allez très, très, très bien. Premièrement, je voudrais vous dire, on va passer la feuille d'émargement. Oui, comme ça, on va faire la assistencia. Donc, j'espère que tout le monde va la remplir. Tout d'abord, je vais remercier Monsieur Alexis Carrière qui va nous faire la présentation d'aujourd'hui. Merci aussi au professeur Andrés Bernal, la professeure Marta Muelas et à vous tous et toutes qui sont venus ici aujourd'hui. Alors, donc pour commencer, je voudrais vous lire le profil de notre présentateur ou conférencier, peut-être. Alors, donc, il a étudié un master en langue étrangère appliquée. Il a eu l'opportunité de vivre dans plusieurs pays. Pendant sa formation académique, il a aussi eu l'opportunité de vivre aux États-Unis, en Turquie, en Colombie. Après avoir obtenu son diplôme, il est venu en Colombie où il a travaillé pendant 6 ans dans les domaines des relations internationales à l'université, à l'universidad EIA, qui signifie Escuela de Ingeniería de Antioquia, en Medellín. Puis en tant que représentant de l'Institut des mines et télécom en Colombie. En 2018, il est retourné en France pour travailler en tant que responsable d'internationalisation dans une école d'ingénieurs française, IMT. C'est une école des mines dans la ville de Albi. Et actuellement, en parallèle de son travail, il est étudiant de doctorat sur l'internationalisation de l'enseignement supérieur aux Pays-Bas, dans une université que je ne sais pas comment prononcer parce que c'est une université des Pays-Bas. Donc, on donne la bienvenue à Alexis et merci beaucoup à vous tous et toutes d'être là. Merci beaucoup, Claudia. C'est a moi. Voy a hablar poquito en español, la verdad, porque la presentación que van a ver va a ser en español, pero la idea es que puedan ustedes practicar su francés. Entonces voy a tratar de hablar despacio, bastante lento para que puedan entender, pero vayan tomando notas que si hay algunas expresiones, cosas que no entienden, entonces, bueno, ya podrán después hacerme las preguntas. La idea hoy es poder darles como una imagen, un panorama de qué es Francia, por qué puede ser un país interesante para sus estudios. Es la charla que generalmente doy a los estudiantes que ya llegan a Francia para estudiar. Entonces les presentamos como un panorama de Francia en 20 minutos, lo cual es imposible hacer un resumen de un país en 20 minutos, pero para darles una idea de cómo es el país. Y después analizamos un poquito de interculturalidad. Yo creo que conocen un poquito acerca de la interculturalidad y vamos a verlo entonces aplicado a Francia. Y à partir de maintenant, je vais donc parler en français. J'espère que ça va aller pour vous. Je vais donc partager mon écran pour que vous puissiez voir ma présentation. Claudia, s'il y a quelque chose, problème de son, problème d'image ou quoi que ce soit, tu n'hésites pas à m'interrompre. Tout va bien pour l'instant? Ok, ça va très bien pour l'instant. Bon, parfait. Alors, aujourd'hui, on va commencer cette présentation en 3 points principaux. La première partie de ma présentation, ce sera la vie socio-économique en France. Ensuite, c'est là où je vais vous dresser un panorama assez court de ce pays. Ensuite, on va voir les critères d'Hofstede. Je l'ai mal orthographié, c'est Hofstede, c'est un chercheur néerlandais. Et ensuite, on verra, donc on parlera de la courbe de l'adaptation culturelle. Alors, c'est parti pour la vie socio-économique. Alors, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, certains d'entre vous qui sont déjà venus en France, hormis Claudia.
Est-ce que vous pouvez lever la main ceux qui connaissent déjà le pays? Oui, il y en a quelques-uns. Très peu, parfait, je vois. Alors, la France, en fait, est un pays un petit peu particulier en Europe, puisque en Europe, on a souvent soit des pays du nord, soit des pays du sud. Et finalement, on a rarement des pays qui se retrouvent à cheval, c'est-à-dire au centre du continent. Et on fait partie de ces rares pays, la France, qui est vraiment un pays carrefour, un pays colossé, au cœur de l'Europe. Puisque pour aller de l'Europe du Nord à l'Europe du Sud, il y a de grandes chances que vous passiez par la France. C'est un des seuls pays qui a cette caractéristique, et ça lui permet donc d'avoir une très grande diversité, et notamment une diversité de climat. Vous pouvez voir donc par exemple là quelques images qui illustrent mes propos. Et je vous ai trouvé une autre carte, par exemple, où vous voyez la diversité de climats qu'on peut retrouver dans le pays. Vous avez à la fois un climat méditerranéen dans le sud-est du pays, un climat de montagne dans certaines régions du pays, un climat océanique plutôt sur la partie ouest, et un climat continental plutôt sur la partie centre et est. Donc, ça signifie que parfois la France est un pays relativement petit, c'est 2 fois plus petit que la Colombie, et parfois il suffit que vous fassiez quelques cinquantaines de kilomètres ou une petite centaine de kilomètres et vous allez changer de climat. Et donc ça, c'est un premier élément à prendre en compte. Ensuite, la France se retrouve au croisement de plusieurs zones d'influence. En fait, il faut savoir que avant le Moyen Âge, on avait 3 zones d'influence assez importantes dans le pays: la zone d'influence latine, romaine, la zone d'influence celte et la zone d'influence germanique. Et ces zones étaient assez bien déterminées, et finalement, le pays aujourd'hui regroupe un petit peu de ces 3 influences. Alors là, je vais changer d'écran. Est-ce que vous voyez la page? Attendez, je vais repartager. Hop, je vais faire ça. Écran, voilà. Ce que je veux vous montrer, alors, c'est pas très sérieux, c'est Wikipédia, mais c'est pour vous montrer un petit peu comment le pays a évolué. Vous voyez, en vert apparaissent les gains et en rouge les pertes de territoire. En fait, le pays tel qu'on le connaît aujourd'hui, en 2023, n'a pas toujours été comme ça. Il a beaucoup évolué au fil des années, au fil des siècles, pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. Vous voyez, on a toute une partie est, notamment ici, qui n'était pas française jusqu'à très tard. Jusque dans les années 1600, elle n'était pas française. Donc ça, c'est pour casser un petit peu l'image qu'on a de la France telle qu'on se la représente aujourd'hui. Il y a beaucoup de régions, de territoires qui ne sont français que depuis récemment. Et vous allez voir, depuis très récemment. Alors, je suis désolé, ça passe relativement lentement. Mais vous pouvez voir, par exemple, cette enclave ici, qui était l'ancêtre du Vatican. C'était la principauté des papes, le palais des papes à Avignon. Pendant très longtemps, en fait, cette région-là était autonome et n'avait pas de relation avec le reste du pays, ou avait des relations, en tout cas, d'État à État, mais n'était pas intégrée dans le pays. La Corse, par exemple, a été rattachée en 1768, la Savoie, et même Nice est arrivée donc après la Révolution française. Voilà, donc je vais passer sur ça. Vous voyez, il y avait eu beaucoup de gains sous Napoléon qui ont été reperdus ensuite. Et même cette région-là, donc d'Alsace, vous allez le voir très bientôt, a été partagée plusieurs fois. Elle a été perdue en 1871, gagnée en 1918, perdue à nouveau en 1940, avant qu'on la récupère en 1947. Pardon. Alors, voilà pour ceci. Je retourne sur mon slide. Alors, comme je vous disais, la France n'a pas toujours été comme on la connaît aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'histoire du pays, il y a une date clé. C'est la date de la Révolution, 1789. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En 1789, en fait, pendant très longtemps, la monarchie française, la société française était divisée en 3 États. Il y avait la noblesse,
qu'on voit ici représenté sur le dos de quelqu'un, le clergé. Ces deux classes représentaient environ 2% de la population. Et cette troisième classe, la personne qui est courbée, représentait la très grande majorité de la population, 98%. Cette troisième classe, en fait, même si elle représentait la majorité de la population, c'était le type de population, la classe la plus pauvre. Et alors que les deux classes-là, que représentait l'Église, le clergé et comment dire, terratenientes, la noblesse, étaient les plus riches. Au bout d'un moment, cette troisième classe, le tiers-état, le peuple, a décidé de se révolter et demander plus d'égalité. Donc ça, c'est 1789, la date du début de la Révolution française, et une date très symbolique pour le pays. Ensuite, à partir de 1789, on en a donc terminé avec la monarchie, puisque pendant près de 1000 ans, la France était une monarchie. On est passé à des statuts de république, de monarchie à nouveau, on a même eu un empire. Il y a eu beaucoup de changements, en fait, dans la façon de gouverner le pays. La seule chose qui persistait, c'était les rivalités avec nos voisins, notamment l'Angleterre, l'Espagne et l'Allemagne. Voilà. Ensuite, donc, je suis passé un petit peu vite ici, mais vous pouvez voir que... Excusez-moi, je vais juste répondre. Non, je suis en cours, je dois te laisser. Est-ce que vous m'entendez toujours? Ok, désolé, des appels. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que après la Révolution, beaucoup de conquêtes se sont faites. Donc, vous savez que l'Espagne a conquis une de grande partie de l'Amérique. Les Français ont conquis plutôt de grandes parties d'Afrique, mais ils ont été jusqu'en Asie. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui encore, beaucoup de personnes parlent le français, et le français est une langue vraiment d'avenir pour vous. C'est une des langues qui sera le plus parlée au monde, normalement dans quelques années, avec l'espagnol et l'anglais, notamment grâce à la croissance démographique de l'Afrique. Ça, je vous le dis pour que vous vous rendiez compte un petit peu du potentiel de l'Afrique, mais regardez, quand vous aurez le temps, quelles sont les 5 plus grandes villes francophones du monde. Bien évidemment, il y a Paris, parmi les principales villes francophones du monde, mais les deuxième, troisième et quatrième villes les plus francophones au monde ne sont pas en France. Elles sont situées soit au Canada, soit en Afrique. Alors, ensuite, on accélère, on fait un grand pas dans l'histoire, parce que vous connaissez tous donc les deux guerres mondiales. La Première Guerre mondiale, de 1914 à 1918, a été vraiment un très grand traumatisme, pardon, pour la France, puisque la guerre a eu lieu en très grande partie sur notre territoire, notamment dans le nord. Il y a eu beaucoup de personnes qui sont décédées, 18 millions de morts dans tout le monde, et quasiment 2 millions de Français, et énormément de villes ont été complètement détruites. 20 ans plus tard, à nouveau en raison de la rivalité entre Français et Allemands, une autre guerre mondiale éclate, et le nombre de morts est encore plus impressionnant, 60 millions de morts. Moins de Français ont été tués pendant cette période, un demi-million, mais par contre, on a eu un véritable traumatisme de la Seconde Guerre mondiale. C'est parce que les Allemands sont arrivés en France très facilement, ont envahi le pays et l'ont occupé. Et pendant cette occupation, en fait, il y avait 3 types de Français, comme c'est souvent le cas sous les occupations. Il y avait une très grande majorité de Français qui essayaient de vivre leur vie tant bien que mal, normalement, en essayant de vivre aux côtés de l'occupant, des Allemands. Une minorité de Français était ce qu'on appelait les collaborateurs, ces personnes qui collaboraient avec l'allemand, donc avec l'ennemi, et une autre minorité de Français étaient les résistants, ceux qui s'opposaient aux Allemands, ceux qui essayaient de faire des attentats, de les tuer, voilà, qui essayaient de résister à l'occupation. Et donc, ce sentiment, en fait, avec des Français qui se retrouvaient parfois au sein d'une même famille, dans les deux camps différents, vous aviez parfois dans une même famille un collaborateur et un résistant, et ça a vraiment créé un sentiment de guerre civile en France qui a été un très très grand traumatisme. Et vous pouvez voir, par exemple, beaucoup de films et de littérature sur la Seconde Guerre mondiale, parce que ça a donné vraiment naissance à beaucoup
à beaucoup d'art, ensuite de formes d'art, de formes d'expression, mais beaucoup d'histoires ont été, avec un petit h, se sont liées à l'histoire avec un grand H. Alors, après ces 2 guerres mondiales, on a eu une bonne idée en Europe, c'est qu'on s'est rendu compte que finalement, il valait mieux collaborer entre nous plutôt que d'entrer dans un esprit de compétition. Puisque après 3 guerres, donc 2 guerres mondiales plus une autre guerre entre la France et l'Allemagne en 1870, on a décidé de collaborer. Ça s'est fait autour, initialement, de la CECA. Alors la CECA, ça signifie Communauté européenne, pardon, du charbon et de l'acier, Carbone y Acero. Ça, en fait, c'est l'ancêtre de l'Union européenne. On ne le sait pas on ne le sait pas toujours, mais en 1952, 6 pays se regroupent pour enlever les tarifs douaniers au niveau du charbon et de l'acier. Alors, il faut savoir que dans les années 50, on est dans la période de reconstruction après-guerre. Et pour cette reconstruction, on va avoir besoin de beaucoup de charbon et d'acier. Donc, ce sera la première étape vers la communauté économique européenne. En 1957, donc, on franchit une étape supplémentaire, la communauté économique européenne, où les principaux États d'Europe, donc la France, l'Italie, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg, décident d'enlever tout tarif douanier à leurs frontières. C'est le début du libre marché, du libre marché européen. Petit à petit, cette union va grandir, la communauté économique européenne va prendre de nouveaux membres, l'Espagne, le Portugal, la Suède, la Grèce, l'Angleterre, jusqu'à devenir l'Union européenne en 1993. Et l'Union européenne, donc, qui est l'entité au sein de laquelle on... Alors, sociologiquement, la France est un pays très divisé aussi, un petit peu comme les climats. Vous pouvez voir ici une carte de France des langues régionales. Alors en fait, il faut savoir que la langue que je suis en train de vous parler aujourd'hui, c'est une langue qui est originaire de Paris, ici, au sein des parlers centraux. Chaque région a des langues régionales, mais qui ont été oubliées au profit du français. Il faut savoir qu'en 1789, quand éclate la Révolution, seulement 20% des Français sont capables de parler français. C'est-à-dire qu'une personne qui vient de Toulouse, ici, en 1789, n'était pas capable de comprendre une personne de Strasbourg. Et de même, quelqu'un qui était à Rennes, en Bretagne, aurait eu beaucoup de difficultés à comprendre quelqu'un qui était à Lyon, dans la région franco-provençale. Donc le français a été imposé comme une façon d'unir le pays autour d'une langue. Et toutes ces langues ont disparu petit à petit, et aujourd'hui elles sont très peu parlées. Mais initialement, ce pays, donc la France, est un pays multiculturel, puisque originaire de différentes tribus, de différentes populations. À cela s'ajoute que nous avons eu un passé colonial très important, donc on a reçu beaucoup d'immigrations en provenance d'Afrique, d'Asie et même parfois d'Amérique. En plus, dans les années 60 et 70, au moment de la reconstruction du pays, beaucoup de personnes vont venir, notamment d'Italie, de Pologne, d'Espagne et des pays du Maghreb, c'est-à-dire Maroc, Algérie et Tunisie, et rendre la sociologie des Français encore un petit peu plus différente, encore un petit peu plus diverse. Et enfin, aujourd'hui encore, il faut savoir qu'on est un pays qui reçoit énormément d'immigration, notamment via les étudiants internationaux. Les étudiants étrangers, on a 500 000 étudiants étrangers en France chaque année qui viennent de pays très différents et qui restent parfois s'installer dans le pays. Donc, ils viennent nourrir la multiculturalité du pays. Excusez-moi, c'est un mot difficile à dire, hein. Multiculturalidad. Alors c'est pour ça, moi, j'aime bien montrer cette image de l'équipe de France de football en 2022, où vous voyez que on a un petit peu toutes les couleurs de représentées. On a des personnes qui sont vraiment de toutes les origines, et tout le monde ne me ressemble pas forcément, et ils sont tous aussi français que moi. Alors en termes d'économie maintenant, si on devait dresser un très bref portrait de la France en termes d'économie, il faut savoir que la France a un système économique capitaliste compétitif. C'est la 7e puissance économique mondiale et le siège de nombreuses entreprises que vous connaissez certainement.
tels que Airbus, Renault, Michelin, Sanofi, Total, etc. En contrepartie, par contre, si nous avons un système capitaliste fort, il faut savoir qu'on a un État qui est très fort aussi. Au sein de l'OCDE, on a les recettes fiscales les plus importantes. Vous voyez que, par exemple, les taux d'imposition sont parmi les plus élevés de l'OCDE. Ça peut paraître assez paradoxal, mais finalement, ça nous permet en France d'avoir un système de redistribution, un système redistributif très fort. Là, vous voyez la population française classée en déciles, c'est-à-dire en 10 catégories, selon les revenus. Et ce que vous pouvez voir en bleu, ce sont les revenus primaires, los ingresos primarios. Et en orange, vous avez les revenus après distribution. Alors, c'est assez intéressant parce que ce qu'on essaie de faire dans le pays, c'est essayer de redistribuer les richesses de façon à mitiger, à adoucir un petit peu les inégalités. Donc, vous voyez que, par exemple, si vous faites partie des personnes les plus pauvres, ceux qui ont le moins de revenus, vous allez toucher des aides qui vont vous permettre d'augmenter votre revenu. En revanche, si vous faites partie des populations les plus riches, vous allez gagner peut-être beaucoup, mais au final, vous devrez payer des impôts, ce qui vont venir greffer votre revenu total. Voilà. Alors maintenant, on va passer sur les critères d'Hofstede. Alors, qui était Hofstede? Gert Hofstede, c'était un anthropologue néerlandais, chercheur, à qui on a demandé pour la société IBM des États-Unis de faire une étude. Cette société avait des sièges un petit peu partout dans le monde et elle s'est rendue compte que leur siège, par exemple, de Chicago, n'était peut-être pas aussi proche de Yokohama au Japon et qu'à Sao Paulo, on travaillait différemment qu'au Cap, en Afrique du Sud. Et donc, ils ont demandé à ce chercheur d'essayer de voir pourquoi il y avait tant de différences entre les cultures. Lui, il a pris ça très à cœur. Il a élaboré un cadre de référence qu'on utilise encore aujourd'hui en interculturalité. Et ce cadre comprend 6 critères. Ces critères, vous les avez ici et on va les regarder. Alors, je vous recommande vraiment d'aller jeter un œil à Hofstede Insight, le site de cette fondation, puisque vous pouvez faire des comparaisons entre les pays. Et ça peut vous permettre de voir que sur certains critères, où se situent certains pays. Alors, on va rentrer dans le détail. Vous pouvez voir que pour la France, par exemple, on obtient un résultat de 68% en termes d'acceptation du pouvoir. Alors, l'acceptation du pouvoir, ce critère, il mesure l'attitude qu'ont les individus face aux inégalités. Vous voyez qu'en France, on se décrit volontiers comme des personnes qui sont assez égalitaires, mais finalement, on accepte quand même assez bien l'idée de hiérarchie. Et même si c'est de façon modérée, on accepte quand même un petit peu qu'il y ait des inégalités. Et ça, vous pouvez le voir culturellement dans la façon qu'on a de parler. Vous voyez, par exemple, quand vous qui parlez anglais, quand on parle anglais aux États-Unis ou en Angleterre, il n'y a qu'une façon de s'adresser à une autre personne, c'est you. Quand on parle en français, il y a deux façons, tu ou vous, suivant que la personne se situe, on va dire, dans une situation hiérarchique égale à nous ou supérieure à nous. Donc, c'est très important de savoir pour vous que, par exemple, on ne tutoie pas son patron, on dit vous, on tratamos de usted, avec des personnes qui sont hiérarchiquement supérieures à nous. Et ça, c'est une bonne image que finalement, les Français, même s'ils se dépeignent parfois comme des gens qui aiment beaucoup l'égalité, acceptent de toute façon les inégalités, dans une certaine mesure. Vous avez une autre image qui représente aussi la prépondérance de Paris dans la population française par rapport aux autres régions. Paris est tout petit et pourtant ça représente 1/6 de la population française. Ensuite, vous avez un autre critère qui est très intéressant et là qui est très différent avec la Colombie, c'est le rang d'individualisme collectivisme. En fait, plus une société est proche du 100, plus elle va être individualiste. Plus elle est proche du 0, plus elle est collectiviste. Et là, vous pouvez voir que la France est quand même une culture relativement individualiste. Et je vous invite à faire la comparaison avec la Colombie.
vous êtes dans une culture qui est beaucoup plus collectiviste. Alors, une façon de... Bon, ça c'est une façon d'illustrer ça. Charles de Gaulle avait dit, mais comment voulez-vous gouverner un pays où il existe 258 variétés de fromage? Mais plus sérieusement, vous pouvez voir que le modèle en France, c'est un petit peu comme aux États-Unis. Le modèle de vivienda, d'habitation, c'est la maison individuelle. Et par exemple, en Colombie, je sais que beaucoup d'entre vous vivez avec soit vos grands-parents, votre cousin, votre oncle, votre tante. La façon la structure de la famille est très différente. En France, on parle vraiment de famille nucléaire où on a les parents, les enfants. Mais dès que les enfants atteignent l'âge de 18 ans, ensuite, ils essaient de s'indépendiser. Et finalement, cette structure est très, très individualiste. Alors maintenant, un autre critère qui est assez intéressant, c'est le critère de masculinité-féminité. Alors, ça n'a rien à voir avec homme ou femme. En fait, c'est plus une société est masculine, plus on va considérer qu'elle est compétitive, alors que plus une société est féminine, plus on va la considérer comme axée sur la collaboration. Et là, vous pouvez voir que la France est en fait entre les deux. On est presque à 50, mais avec une légère tendance féminine, où on promeut plus les valeurs de la qualité de vie que le succès. Alors, ce que je dis souvent, c'est qu'en Allemagne, d'ailleurs, ils ont une expression pour dire que les gens vivent bien. Ils disent ils vivent comme Dieu en France. Leben wie Gott in Frankreich. Mais plus concrètement, vous pouvez, quand vous travaillez en France, la semaine de travail est de 35 heures hebdomadaires. Je sais qu'en Colombie, ce sont 48 heures, donc ça n'a rien à voir. Vous avez 5 semaines de vacances, beaucoup de jours fériés, peut-être un peu moins qu'en Colombie, mais quand même, il y en a beaucoup. Donc en France, si on devait résumer, on ne vit pas pour travailler, on travaille seulement pour vivre. Et ensuite, comme vous avez pu le voir, après la répartition, on a beaucoup d'organismes de protection et de sécurité sociale. Beaucoup d'organismes qui sont en général obligatoires et qui permettent de vous assurer contre les maladies, qui vous permettent d'accéder à l'éducation gratuite ou presque, qui vous permettent aussi de vous assurer contre tout un tas d'aléas de la vie. Et ça, donc, c'est le côté un petit peu féminin, collaboration qu'on retrouve au sein de la société. Et enfin, la distinction des rôles de genre sont aussi un petit peu moins marquées. Et il est commun d'avoir des papas qui gardent les enfants et des mamans qui travaillent, par exemple. C'est de plus en plus commun, en plus. Alors, un autre critère sur lequel là, il n'y a pas photo, la France est vraiment très, très placée très haut, à l'extrême quasiment, c'est l'aversion à l'incertitude. Alors, pour vous le faire très simple, les Français n'aiment pas l'incertitude. Les Français, vraiment, en général, aiment beaucoup tout contrôler et ne sont pas, ont beaucoup de mal à faire face à l'incertitude. Alors ça, autant vous dire que quand on vit en Colombie et qu'on est français, ça donne des exemples assez drôles. Où les Français, par exemple, s'ils vont d'une ville à une autre, veulent savoir exactement combien de temps ça va durer pour aller de Medellín à Cali, par exemple. Et moi, d'expérience, pour avoir vécu 6 ans en Colombie, je sais qu'on parle plutôt en termes de fourchette, en disant que ça va durer entre 4 et 8 heures, mais pas 5 heures et demie. Donc ça peut créer des chocs culturels. Alors, vous voyez, par exemple, les Français, on regarde toujours la météo pour savoir vraiment quel temps il va faire. On a même la météo, les prévisions, donc la météo des plages pour savoir quelle est la température de l'eau et même la météo des neiges. Et d'ailleurs, j'ai regardé aujourd'hui quelle était la température à Cali, parce que je sais que c'est une ville très très chaude d'habitude. Eh bien, aujourd'hui, il faisait plus chaud à Albi qu'à Cali. Aujourd'hui, on avait 35 degrés à Albi. Chose assez exceptionnelle pour un mois d'octobre. Pareil, quand vous allez sur certaines applications, certains sites, pour se rendre par exemple d'Albi à Montpellier, on va vous proposer plusieurs destinations en vous donnant beaucoup de données. Vous avez le nombre d'heures et de minutes précises, combien de kilomètres vous allez faire, combien ça va vous coûter sur le prix de l'essence. C'est vraiment, on est avec des personnes qui veulent tout contrôler. Ensuite, un autre critère que l'on a, c'est l'orientation à long terme. Alors là, on est un petit peu au milieu. La France est à 63%. Donc, on considère qu'en fait, quand on est plus proche de 100, on est.
plus les cultures vont s'adapter facilement aux changements sociétaux. A contrario, plus proche on est de zéro, plus on va valoriser les traditions, les normes et on va laisser, les changements sociétaux vont nous préoccuper. Là, globalement, on peut dire que la société française, la culture française est assez pragmatique. Les Français s'adaptent plus ou moins à la situation et on est capable donc, comme certains pays, d'allier à la fois tradition et modernité. Enfin, l'indulgence, c'est un critère qui est assez intéressant. L'indulgence, c'est la façon que vous avez de vous restreindre. Quand vous avez envie de faire quelque chose ou quand vous avez un sentiment fort, est-ce que vous êtes capable de contrôler vos émotions ou bien au contraire, est-ce que vous vous laissez aller? Alors là, clairement, nous, la France, on est vraiment à 48%, donc entre les deux. Ça va vraiment dépendre du contexte. Je dirais que dans la société, les Français sont plutôt euh, proches de 100. Ils s'expriment assez facilement. Par contre, dans le monde du travail, dans la vie professionnelle, ils sont plus proches de zéro. Et ils vont essayer vraiment d'avoir une espèce de poker face, de pas laisser transparaître leurs émotions. Alors ça, je n'ai pas le temps de vous le montrer, mais ça, c'est l'exemple d'une personne qui se laisse aller, par exemple. Vous avez des thèmes, sujets en France qui restent quand même assez tabous. L'homosexualité est un sujet qui reste assez tabou en France, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et c'est toujours un thème assez délicat. Et ensuite, vous avez deux thématiques qui font toujours tiquer, qui vont toujours déranger les Français, c'est la politique et l'argent. En France, on ne parle pas ou peu de politique et on ne parle surtout pas d'argent. Donc là, vous voyez, je vous ai fait sur ce site Hofstede Insight une comparaison entre la France et la Colombie. La Colombie en orange et la France en bleu. Et vous pouvez voir que sur certains critères, finalement, nous sommes assez similaires. Par exemple, là, la distance hiérarchique, on s'aperçoit qu'il n'y a que 1 point d'écart. Par contre, sur ce critère-là, vous voyez, ce que je vous disais, la société colombienne est beaucoup plus collectiviste, alors que la société française est beaucoup plus individualiste. Alors, tout ça, ce sont des généralités. C'est vrai que quand on parle d'une société, la France, c'est 67 millions de personnes, la Colombie, c'est presque 50 millions de personnes. Donc, si je vous dis que les Colombiens sont plutôt collectivistes, vous allez toujours trouver des dizaines d'exemples de personnes qui sont très individualistes. En fait, on parle vraiment de tendance générale. Même, on trouvera toujours une exception ou plusieurs exceptions, mais on parle de tendance générale. Et pourquoi est-ce que c'est important de regarder ces critères-là? C'est parce que si vous vous rendez en France, vous allez être confronté à des chocs culturels. Les chocs culturels, je vais vous en parler un petit peu plus tard, ce sont des difficultés auxquelles vous vous confrontez parce que vous ne comprenez pas comment fonctionne l'autre. Vous arrivez dans une situation, vous pensez pouvoir la maîtriser, mais en fait, les personnes que vous connaissez, enfin, avec lesquelles vous allez interagir, vont se comporter d'une façon complètement inattendue. Et ces choses, en fait, sont difficiles parce qu'on pense que beaucoup de choses sont naturelles chez nous, mais en fait, très peu de choses sont naturelles. Beaucoup de choses sont culturelles. On nous les a inculquées dans notre enfance, dans notre société, dans notre adolescence, et puis ensuite on les perpétue à l'âge adulte. Et en fait, on s'en rend compte généralement que quand on part à l'étranger. Et c'est pour ça que je montre toujours à nos étudiants colombiens ces graphiques-là en disant, regardez, là, on est à peu près similaires. Donc, c'est pas très grave, hein. Vous ne devriez pas avoir énormément de difficultés. Là non plus. Par contre, sur ces critères-là, préparez-vous, vous allez parfois affronter des vrais chocs culturels. Vous allez voir, vous allez vous dire, mais les Français sont fous. Ils ne fonctionnent pas comme nous. Et c'est sûr, enfin, c'est pas qu'ils sont fous, c'est que oui, ils fonctionnent différemment. Chaque société fonctionne d'une certaine manière et on est parfois confronté donc à des chocs culturels. C'est là où je vais en arriver à la courbe de l'adaptation culturelle. Alors, cette courbe, elle est très intéressante, hein. Elle s'appelle la courbe de Kalev-Oberg et elle décrit en fait par quelles étapes passent les gens, vous allez passer par exemple,
quand vous sortez de votre zone de confort. Donc, vous êtes à Univalle, à Cali. Je sais que plusieurs d'entre vous êtes de Cali, mais j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent de l'Eje Cafetero, peut-être de Popayan, de Neiva. Et pour vous, quand vous êtes arrivé à Cali, vous avez peut-être connu aussi cette courbe-là. Cette courbe, c'est que quand vous allez quitter votre zone de confort, quand vous allez aller dans un autre pays, dans une autre ville, souvent on passe par une première étape, qui est l'étape Luna de Miel, lune de miel ici, où le moral va être très haut. Et ça dure pendant quelques semaines, quelques mois. Ensuite, au bout de quelques temps, on s'aperçoit que les gens ne fonctionnent pas forcément comme nous. On n'a pas forcément les mêmes repères. On ne sait pas comment fonctionne la ville. Par exemple, si vous êtes récemment arrivé à Cali, vous savez peut-être pas où faire vos courses, où aller passer du temps de loisir. Et donc, ces difficultés font que vous allez prendre conscience que vous n'êtes plus dans un environnement connu et votre morale peut descendre. Alors, c'est très très fort pour les étudiants internationaux. Ça, c'est vraiment mon travail, en fait. Mon travail, moi, au sein de mon école d'ingénieur, consiste à faire en sorte que cette courbe-là, la deuxième, soit le plus haut possible. Qu'il ne descende pas jusqu'à la déprime, mais que les étudiants soient vers ici. Vous voyez? L'idée, c'est que quand vous étudiez à l'étranger, vous allez être confronté à des choses que, comme je vous disais, vous n'allez pas comprendre. Je vais vous donner un exemple très concret. La façon de mettre des notes, de noter les examens en France et en Colombie est très différente. En Colombie, une bonne note, c'est 4 sur 5. Et donc, je suis certain que parmi vous, il y en a qui ont un promedio acumulado, une moyenne générale de 4,1, 4,2 sur 5, certainement. Quand vous arrivez en France, la notation n'est plus sur 5, mais elle est sur 20. Alors, beaucoup de personnes font juste de la simple arithmétique et se disent, bon, si moi j'ai 4 sur 5 en Colombie, alors je dois avoir 16 sur 20 en France. Et en fait, la façon de concevoir les examens en France et en Colombie est complètement différente. On va dire qu'en Colombie, vous partez de zéro et pour chaque bonne réponse, vous allez avoir des points additionnels jusqu'à arriver au 5. En France, on part de 20 et on va vous enlever des points pour chaque mauvaise chose. Et en fait, un 16 sur 20, c'est quasiment impossible à atteindre en France. Alors, vous en discuterez avec vos professeurs qui sont partis étudier en France, mais une très bonne note en France, par exemple, ça peut être 12 sur 20. 12 qui correspondrait à 3 en Colombie. Donc, c'est très particulier. Et c'est juste que personne n'a raison ou n'a tort, finalement. C'est juste que ces deux sociétés ont deux façons de concevoir la notation des examens qui sont différentes. Et si on ne vous explique pas cette notation, cette façon de concevoir les examens de manière différente, vous allez vous sentir mal. C'est ce qui se passe avec beaucoup de Colombiens qui s'attendent à avoir un 16 sur 20 à leur examen et qui en fait ne comprennent pas pourquoi ils obtiennent 12. Donc pour eux, ce choc culturel, la deuxième étape, est très importante. Et ça, c'est seulement un des aspects de la vie étudiante. Mais vous pouvez rencontrer beaucoup de différences. Par exemple, je vais vous parler de la théorie des pêches et des noix de coco. La façon de se faire des amitiés, par exemple, suivant les cultures, est très différente. Et vous, par exemple, les Colombiens, vous êtes plutôt pêche, durazno. C'est-à-dire que la peau est très tendre et une fois qu'on est arrivé à la coquille, elle est très dure. Et les Français, eux, sont plutôt l'inverse, sont plutôt noix de coco. La coquille est très difficile à percer, mais une fois qu'on a réussi à la percer, on arrive à toucher la chair et le lait de coco très facilement. Et c'est vrai que la notion de se faire des amitiés en France et en Colombie est très différente. En Colombie, on se fait des amitiés très facilement. Il suffit d'être dans un bus avec quelqu'un pendant 1 heure et vous pouvez déjà vous considérer comme ami. En France, les amitiés sont très 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 difficiles à faire. Et même moi qui ai vécu 6 ans en Colombie, quand je suis revenu en France, je ne comprenais pas pourquoi j'arrivais pas à me faire des amis. En fait, il nous a fallu plusieurs années pour vraiment avoir des amitiés durables avec certaines personnes. Et c'est pas, encore une fois, personne n'a raison, personne n'a tort. C'est juste qu'on a des façons de concevoir certaines idées qui sont très différentes.
Et il faut qu'on vous explique comment ça fonctionne, ou en tout cas que vous découvriez comment ça fonctionne. Essayez de comprendre les outils de l'autre société pour y faire face. Alors, une fois que vous avez fait face à une difficulté, bah, vous allez passer dans la troisième phase qui est la phase de récupération. Vous allez accepter la différence et vous dire, bon, très bien, les Français fonctionnent comme ça, ce n'est pas moi qui n'ai pas compris, ce n'est pas moi qui suis étrange, ce n'est pas eux qui sont fous, c'est juste qu'on a une façon de fonctionner différente. Et enfin, la quatrième étape, c'est l'adaptation, c'est l'équilibre. C'est quand vous êtes parfaitement biculturel, que vous comprenez à la fois que vous êtes aussi à l'aise dans la société colombienne que dans la société française, par exemple. Et ça, autant vous dire que ça n'arrive jamais. C'est très utopique, cette quatrième phase. En fait, vous allez toujours rester, vous allez toujours avoir une culture qui prédomine sur l'autre, sur certaines conceptions. Et donc, même si vous allez comprendre l'autre société, vous n'allez pas forcément adhérer à 100% à l'autre société. Alors, la culture, finalement, on aime bien la dépeindre comme un iceberg, puisque la culture, elle est visible à 10% et invisible à 90%. Il y a beaucoup d'éléments qui sont visibles dans la culture, comme la langue, la cuisine, la façon de s'habiller, l'architecture. Mais il y a encore plus d'éléments invisibles. Et ces éléments invisibles, ils sont très, très, très difficiles à détecter. Et ces éléments sont parfois des choses très théoriques, comme les valeurs, les croyances, certaines notions. Vous avez par exemple la notion de modestie, de justice, l'importance du temps, les gestes, la peinture, les significations des couleurs, les conventions sociales, même les expressions faciales sont des éléments invisibles de la culture que vous allez apprendre à découvrir petit à petit. Et voilà, alors ça, c'est juste pour vous montrer la dernière courbe. Alors, si certains d'entre vous est amenés à vivre à l'étranger, vous passerez très certainement par ces 4 étapes-là. Et nous, c'est vrai que c'est devenu un cadre de référence au sein de mon université. Maintenant, chaque fois que je vois des étudiants, on leur présente toujours cette courbe et je leur demande où ils sont. Et ils me disent s'ils sont encore dans cette première phase ou ils sont déjà dans la deuxième ou dans la troisième. Et ça me permet de leur donner un petit peu des astuces, des choses pour qu'ils puissent faire face. Et ensuite, après 1 an ou 2 ans en France, on a beaucoup de personnes qui retournent dans leur pays d'origine et qui revivent cette courbe. Parce que quand vous êtes parti de votre pays pendant 2 ans, pendant 3 ans, souvent vous vous êtes fait une image de votre pays qui est un petit peu idéalisée. Et quand vous allez revenir, souvent cette image idéalisée va coïncider avec ce que... Mais au bout d'un moment, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes plus, euh, comment dire, c'est pas que ne soyez plus à l'aise chez vous, c'est que il y a certains aspects de la culture qui vont être plus difficiles à appréhender après un séjour à l'étranger. Donc ça, c'est pour ça que c'est très intéressant, mais on n'en est pas là pour l'instant. Voilà. Alors, on peut en passer à la session de questions-réponses. Je vais arrêter le partage et je me tiens à votre disposition. Si vous voulez, vous pouvez me poser les questions. Enfin, je veux dire, c'est Claudia qui va décider. De mon côté, il n'y a pas de problème à ce que vous posez les questions en espagnol. Ok, donc merci Écrit au beaucoup, français. Alexis. Et merci beaucoup à vous tous, même s'il fait chaud dans la salle. Désolée, il n'y a pas l'air conditionné. Ça marche pas. Ah, mais Et je vois, oui, que ça fait ça. Vous avez oui, l'air de voilà. souffrir. Donc, Alexis nous a présenté, comme il l'a bien dit, des généralités, un éventail. Oui, on ne peut pas dire tous les Français sont comme ça, mais ce sont des généralités. Maintenant, on aimerait bien vous entendre si vous avez des questions, des doutes, des commentaires, peut-être d'expérience. En Colombie, ici, c'est telle chose ou telle là. Voilà, parfait. Donc, on a déjà 2 personnes qui ont levé la Ah, main. super. Bravo. Oui, donc vous pouvez poser les questions de préférence en français. Monsieur Bernal me fait comme ça, donc obligatoirement en français. Ah, d'accord. Donc voilà. Désolé, j'étais pas sûr. Voilà, mais sinon, on peut vous aider. Bonjour. Bonjour. Et dans son opinion, tu penses que Colombie, c'est un pays, comme ça dit,
les contraires des individuels. Parce que j'ai vu qu'en Collectiviste. France, collectif. Oui. Je ne pense ça. Je ne pense que nous sommes collectifs. Alors, ça, c'est vrai, moi, je me suis beaucoup posé la question quand j'ai vu comment dire, quand j'ai vu cette enquête d'Ofsted, je me suis dit, mais c'est pas possible. Enfin, il me semble que les Colombiens sont beaucoup plus individualistes que ça. C'est pas un pays tellement collectiviste. Mais finalement, en y réfléchissant bien, je m'aperçois que en Colombie, il y a beaucoup comme je vous disais, par exemple, la notion de famille est très élargie. Nous, en France, on fonctionne beaucoup, donc comme je vous disais, avec les parents, les enfants. Mais vous allez très peu trouver, par exemple, des personnes, des familles qui vivent ensemble, 10 personnes qui vivent ensemble. C'est très rare. Alors qu'en Colombie, c'est beaucoup plus le cas. Ensuite, vous avez aussi un sentiment, par exemple, les ceremonias de grados en Colombie, qui sont très importantes parce qu'on a un sentiment d'appartenance dans une université, par exemple, ou dans un collège, qui est très fort. Et ce sentiment, par exemple, on le retrouve très très peu en France. Ça peut se retrouver. Dans certaines écoles, il y a un sentiment d'appartenance qui est très fort, mais c'est plutôt rare en France. Alors qu'en Colombie, c'est plutôt la règle. Les gens vont vraiment s'identifier avec leur collège, parfois leur quartier ou leur université. Bien, merci. Avec plaisir. Donc, je pense qu'il y a un peu de vrai dans l'analyse d'Hofstede. Bien, merci beaucoup, Eduardo, pour ta question. Alors, c'est intéressant de voir que, d'après les exemples qu'il nous donne Alexis, donc c'est pas seulement dans la famille, mais disons dans ce petit geste culturel ou culturaux plutôt, comme la remise des diplômes ou la graduation, comme on peut voir que c'est important pour nous. Ah, il y avait quelqu'un d'autre qui avait levé la main? Très bien. Alors, je vous donne juste l'exemple, par exemple, comment est-ce qu'on reçoit les diplômes en France? En général, on les reçoit par courrier postal, les diplômes. Donc, c'est pour vous dire, c'est très particulier. Mon épouse, qui est colombienne, a obtenu son diplôme, c'était en juin 2021, et on a reçu par courrier postal la semaine dernière son diplôme. Et donc ça, c'est plutôt, enfin, c'est assez difficile à concevoir en Colombie. En Colombie, il y a tout un cérémoniel où on se retrouve tous ensemble, on va faire la fête, on a passé beaucoup de temps ensemble pendant la carrera, donc on va célébrer ensemble. Et ça, on ne le retrouve pas du tout en France. Bien, merci. Une autre question? Oui, bonjour. Bonjour. Quel conseil donnerez-vous pour un étudiant qui soit en train d'aller en France, par exemple un assistant espagnol qui va habiter là quelques temps? Alors, c'est vrai que je n'ai pas parlé des conseils. Par rapport à la courbe que je vous ai montrée, je pense que tout le monde, à peu près tout le monde, va passer par des chocs culturels. Mais où que vous alliez, que vous partiez en France ou aux États-Unis ou même en Espagne ou même en Équateur. Quand vous allez changer d'environnement, vous allez forcément vous retrouver avec des chocs culturels. Et alors, je peux vous dire que la pire des choses qui puisse arriver, c'est de s'isoler, de se renfermer sur soi-même en se disant c'est eux qui n'ont pas compris, c'est moi qui ai raison. En fait, c'est pas vous qui allez changer la société, c'est vous qui allez devoir vous adapter à la société dans laquelle vous allez. Et la meilleure façon de s'adapter, c'est d'essayer de comprendre, de discuter avec des personnes, avec des locales, avec des Français par exemple, mais aussi discuter avec des personnes, par exemple, si vous partez en France, discuter avec des Colombiens qui sont en France pour vous retrouver et vous dire, t'as vu, les Français, quand ils font ça, enfin, il se passe ça. C'est curieux. Par exemple, les Français, ils n'ont pas de cérémonie de grado. Et enfin, ce sont des choses très bêtes, mais le fait de discuter avec d'autres personnes qui ont déjà un petit peu plus d'expérience, ça va vous mettre un contexte et ça va vous aider à mieux comprendre. Et je pense que c'est essentiel. Il faut vraiment beaucoup discuter, beaucoup se renseigner, parce que tout ça, tous ces éléments, en fait, font partie d'un curriculum informel. On ne va jamais vous apprendre comment fonctionnent certains rasgos de la cultura française. Parce que tout simplement, on ne s'en rend pas compte. Les Français, qu'on a certaines caractéristiques, on les applique, mais on ne se rend pas compte parce qu'on n'a pas vraiment de moyens de comparaison. Et c'est que les personnes qui sont parties vivre ailleurs qui vont vous dire, attends,
Si tu dis à un Français, enfin, si tu donnes rendez-vous à 8 heures à un Français, c'est à 8 heures, ne viens pas à 8h30. Ils ont une gestion du temps qui est beaucoup plus stricte que la gestion colombienne. C'est finalement les échanges avec les autres qui vont faire que vous allez comprendre le contexte. Donc, surtout, ne pas s'isoler. Bien, merci Alexis pour ce conseil. Je me souviens quand j'étais en France, j'avais très très froid et c'était à peine le printemps. Je dis, comment sera l'hiver si c'était à peine le printemps. Donc on m'a dit, allez dans un magasin et demander à la vendeuse quoi acheter, quoi mettre pour avoir chaud. Donc je suis allée lui demander et vraiment elle ne savait pas quoi me dire parce qu'elle avait l'habitude. Pour elle, c'était complètement normal. D'ailleurs, en printemps, pour elle, c'était pas vraiment froid. Donc, elle m'a recommandé d'acheter des pantalons en pana. Je ne me souviens pas comment on dit en français. Les tissus. Empana, je ne sais Le pas non tissu plus. qui est un peu épais. Oui. Moi, j'ai dit non, je ne veux pas acheter ça. Hein. Donc, c'est en parlant avec d'autres Colombiens, je dis j'ai très froid et je mets des jeans et ça ne marche pas. Et qu'est-ce que je fais? Donc, on m'a expliqué que je devais mettre comme des collants, une sorte de medias veladas, más o menos. Et après, on met le jean. Et j'ai dit, ah, merci. Mais moi, j'avais aucune idée de ça. Donc, quand je suis allée demander à une personne qui habitait en France, pour la personne, c'était complètement normal. Et donc, elle ne savait pas que me recommander. Donc, voilà pourquoi c'est aussi bien de parler avec d'autres personnes latinos, latinas. Quelqu'un d'autre? D'autres questions, commentaires? Parfait. Daniela? Ok. Pour vous, quel était le plus grand choc culturel quand vous avez venu à la Colombie? Ah, je redoutais cette question. Bonne question. Le plus grand choc culturel. Alors, la gestion du temps, c'est quelque chose qui est très difficile. Parce qu'on n'a pas du tout les mêmes conceptions du temps entre France et Colombie. Entre Français et Colombiens en général. Ensuite, mais je pense que ça m'a beaucoup aidé, en fait. Parce que vous savez, avant, j'étais quelqu'un de très, on dit très carré. Je n'aimais pas l'incertitude. Enfin, sur l'échelle de l'incertitude, j'étais certainement à 100. Et en fait, quand j'ai été en Colombie, je me suis rendu compte qu'on ne peut pas tout maîtriser. Que quand vous prenez, alors moi j'ai vécu à Medellín, mais quand vous prenez le Circular Sur, vous savez quand vous partez, mais vous ne savez pas quand vous arrivez. Parce que le bus va s'arrêter, il va attendre que l'autre bus arrive derrière et puis ils vont faire la course. Donc, enfin, c'est complètement aléatoire. Et finalement, moi, ça m'a beaucoup aidé parce que j'étais quelqu'un enfin, de trop normé. Et le fait de vivre en Colombie, ça m'a beaucoup aidé à savoir, à être plus, comment dire, spontané et à savoir profiter beaucoup plus des opportunités qui se présentent. Et j'ai beaucoup de collègues, par exemple, qui continuent d'être très peu spontanés. Et si certaines opportunités se présentent, mais qu'elles n'étaient pas prévues, ils vont pas vouloir en profiter. Alors que moi, maintenant, je me considère vraiment franco paisa et je suis beaucoup plus spontané que ce que j'étais avant. Mais ça a été très difficile. Ok, merci bien. Donc, être spontané, peut-être un euphémisme pour s'adapter à l'environnement. Quelqu'un d'autre? Questions, d'autres commentaires? Camille. Parfait. Bonjour. Une petite question. Où vous pensez que c'est la meilleure vie pour les immigrants américains En France? en France? Oui. Alors, bon, moi je ne suis pas tout à fait neutre parce que j'habite dans une ville qui est magnifique, donc je vais vous dire Albi. Mais c'est une petite ville, c'est pas la meilleure. Ce que je peux vous dire, c'est je pense qu'il faut éviter les très grandes villes. Paris, par exemple, c'est une ville qui est magnifique. Et moi, je suis le premier à adorer Paris. Mais vivre à Paris peut être très difficile, notamment pour des étudiants. Pour plusieurs raisons. Déjà, c'est une ville qui est très chère. C'est une ville qui est très grande, donc il est difficile de se loger. Et ensuite, c'est une ville aussi où dès que vous avez des événements, que ce soit politique, sportif, vous avez
potentiellement beaucoup de problèmes. Alors là, par exemple, on aura les Jeux Olympiques à Paris l'été prochain, donc ça risque d'être assez compliqué. Mais même, vous avez, quand il y a une manifestation en France, et c'est le cas en Colombie aussi, c'est souvent dans la capitale. Et donc, parfois, vous avez des violences qui vont... et vous avez vu certainement des images de violences quand il y a des manifestations en France. Et c'est pas... En fait, c'est curieux, mais quand on voit les images, par exemple, de manifestations en France, ça se passe principalement à Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, dans les grandes villes. Par contre, ce que je vous recommande, c'est vraiment d'aller vivre l'expérience dans des petites villes. Alors Claudia, je ne sais pas où tu as étudié, mais les petites villes sont vraiment des bijoux. Vous pouvez avoir des villes comme Albi de 80 000 habitants, et donc c'est très petit, hein, 80 000 habitants, c'est, non sé, ni Cartago. Cartago debe tener 200 000 ou 300 000. Donc, c'est très petit, mais vous avez une vie culturelle qui est disproportionnée. Vous pouvez tous les week-ends trouver des festivals, des animations. Il y a toujours plein de choses à faire dans les petites villes en France. Donc, je vous dirais, regardez les petites villes qui ont parfois d'ailleurs d'excellentes universités. Et d'excellentes universités parce que les universités en général ont moins d'élèves. Si vous allez dans une université à Paris ou à Toulouse, vous pouvez vous retrouver dans un amphithéâtre avec 200 personnes. Si vous allez dans une université à Amiens ou à Nancy ou à Saint-Malo, vous aurez peut-être 40 personnes seulement. Donc c'est beaucoup mieux pour apprendre aussi. Et Claudia, je ne sais pas où tu as étudié. Alors moi, j'étais à Saint-Étienne, donc Ah, c'est ben oui, c'est vrai. une ville petite moyenne. Donc Mhm. voilà, c'était plutôt comme ça. Il y avait pas mal d'offres culturelles, c'était convivial. Il y avait beaucoup de migrants et donc c'est bien aussi parce que j'étais immigrante aussi. Donc j'ai beaucoup aimé Saint-Étienne. Normalement, les gens en France, quand on dit Saint-Étienne, ils ont une plutôt mauvaise image de Saint-Étienne. Mais Ouais. parfois, c'est très Paris, une vision très Paris-centrée, même à l'intérieur de la France. Ah Donc, oui, oui. Paris est une très belle ville, mais il y a aussi d'autres belles villes. Donc, Saint-Étienne était une ancienne ville minière où les gens travaillaient dans les champs des mines. Ouais. Maintenant, les mines sont quasiment finies, on va dire. Donc, disons que la façade de Saint-Étienne, pour les Français, n'est pas très belle, mais à l'intérieur, il y a des très belles choses à découvrir. Après, c'est beaucoup moins cher. Et ça, c'est important parce que nous, notre monnaie est le peso colombiano. Et là-bas, c'est l'euro. Donc, il faut aussi penser à ça. Les petites villes Ouais. vont être moins chères que les grandes villes. Après, Ouais. on vous invite à visiter toutes les villes, grandes, petites, moyennes. C'est une très belle expérience. D'autres questions? Quelqu'un d'autre? Il y a Isabella. En général, pensez-vous qu'il y a une dimension qui crée les plus chocs culturels? Entre France et Colombie ou en général? En général. En général, Général. c'est une très bonne question, je ne sais pas. En fait, ça dépend plutôt de est-ce que c'est dans le milieu professionnel ou est-ce que c'est dans la vie. Vous avez non, toutes peuvent créer des tensions, même certaines qui semblent comment dire, qui semblent très anodines. Vous savez, la semaine dernière, j'étais aux Pays-Bas pour un congrès de l'internationalisation de l'éducation. Et en fait, c'est un grand rassemblement où beaucoup de personnes se rendent. Et donc, on a des personnes de 100 ou 120 nationalités différentes. Et en fait, par exemple, l'indulgence, la façon d'exprimer librement ses sentiments, c'est quelque chose de très perturbant. Quand vous travaillez avec des Japonais, par exemple, ou avec des Asiatiques en général, on s'aperçoit qu'on ne fonctionne pas du tout de la même façon. Et nous, bon, mes collègues, on était trois, mes collègues et moi, on préférait travailler, enfin, on est beaucoup plus à l'aise à travailler avec des Latinos en général, des Mexicains, des Brésiliens, des Colombiens, parce qu'on sent qu'on peut s'exprimer librement, qu'on peut dire les choses et que eux nous parlent sans filtre. S'ils veulent nous dire quelque chose, ils vont nous le dire et on est, comment dire, on est très spontané. Quand vous traitez avec des Japonais, par exemple, la spontanéité est beaucoup moins, ils sont beaucoup moins spontanés. Et c'est difficile parce que
en étant spontané, on a du mal, on a l'impression de ne pas vraiment toucher le fond, enfin le cœur de ces personnes. Donc ça, c'est un élément assez perturbant, oui, l'indulgence. Ok, merci bien. Quelqu'un d'autre? D'autres questions, commentaires? Mademoiselle Annie. Bonjour. Et ma question, c'est lorsqu'une personne parle de politique, étant donné que la société ne parlait pas habituellement de ça, comment est-elle perçue par les autres, puisqu'il s'agit d'un sujet sensible, d'après ce que j'ai compris? Oui, oui, oui. C'est vrai que la politique, en fait, on est bon, un peu comme en Colombie, hein. La Colombie est très divisée, mais historiquement a toujours été très divisée entre deux parties. En France, on a encore plus de divisions, je dirais, parce qu'il y a vraiment quatre tendances très différentes, enfin, quatre ou cinq partis assez différents. Et donc, c'est vrai que soit les gens qui en parlent savent qu'ils sont dans un milieu où ils évoluent avec des gens qui pensent comme eux, soit on aura tendance, quand les gens parlent de politique, on aura tendance à, pas à les mépriser, mais à se dire, bon, tiens, ils pensent que, ou elles pensent que sa vérité vaut pour tout le monde. C'est vrai que c'est des thèmes qui sont très, très, très difficiles. Et même entre amis proches, par exemple, on parle pas souvent de politique parce que euh, ce sont des conceptions tellement différentes de la société que représentent tous ces partis que parfois ça peut créer beaucoup de tensions. Après, vous, ça c'est entre Français. Vous, comme vous arrivez, enfin, si vous allez en France avec votre regard extérieur, c'est toujours plus facile de parler de politique et les gens vont se livrer beaucoup plus facilement. Ils vont vous dire beaucoup plus facilement à vous, par exemple, qu'à moi, ce qu'ils pensent. Parce que comme vous êtes nouvel arrivant, vous ne connaissez pas, les gens vous parleront franchement. Mais dès qu'il y a des discussions entre Français, c'est vrai que la politique, c'est un sujet assez tabou. Ok, merci bien. Quelqu'un d'autre? Ok, je vois que Valentina, elle hésite, mais je vais l'aider. Vous avez plein de questions, c'est super. Et bravo à tous pour votre français. Bonjour. Alors Bonjour. que le sujet d'orientation sexuelle est à vous, comment la France réagit aux marches de la fierté gay? Alors, c'est tabou. Je dirais que sur le papier, en théorie, ça n'est pas tabou. C'est pour ça que les marches de la fierté, bon, globalement, la presse en parle, les gens y participent et il se passe pas enfin, il n'y a pas de gros problèmes autour de ça. Mais dans la pratique, et c'est souvent ça, il y a souvent deux visions, la théorie et la pratique. Donc en théorie, c'est pas tabou, mais dans la pratique, ça l'est beaucoup plus. Et par exemple, je trouve que en Colombie, les gens sont beaucoup plus ouverts sur les thèmes des orientations sexuelles qu'en France. Mais après, c'est pareil, il y a aussi une question générationnelle. Peut-être que les jeunes en parlent plus facilement qu'auparavant. Mais j'ai toujours trouvé que pour connaître un petit peu les deux sociétés, la Colombie était plus avancée sur cet aspect-là que la France. Parce que même si la France se targue, se vante d'être tout à fait, comment dire, ouverte sur les sujets d'orientation sexuelle, dans la pratique, les gens ne le sont pas toujours autant. Merci bien, Alexis. Et je suis aussi d'accord. J'ai l'impression qu'ici en Colombie, nos étudiants ou les gens en général se montrent ouvertement tels qu'ils sont plus facilement qu'en France. Quand je suis allée il y a 10 ans presque. Donc, je ne sais pas si ça a changé un peu, mais c'est vrai qu'ici, peut-être, les gens peuvent se sentir plus à l'aise. D'autres D'ailleurs, à voir avec l'indulgence où les Colombiens se réfrènent moins, les Français se réfrènent un petit peu plus. Et par exemple, je vais vous parler d'un autre aspect, la séparation. Et je vois qu'il y a Salomé qui a levé la main en ligne. La séparation entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Ça, c'est un aspect assez intéressant parce que les Colombiens font généralement, enfin, ont une seule vie et partagent très facilement, passent de leur vie personnelle à leur vie professionnelle assez facilement. Les Français, eux, mettent vraiment une claire distinction entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Ok, merci bien Alexis pour cette précision. Salomé, je pense que tu peux ouvrir maintenant ton micro. Je ne suis pas sûre. Bonjour, vous m'entendez?
Oui, Ok, d'accord. Ah oui, j'ai une question concernant l'éducation avant, antérieure. Alors, si vous disiez que les Latinos sont plus spontanés, pourquoi le français se maintient comme ça? Pourquoi ils se gardent ces sentiments et pensez-vous que c'est meilleur comme ça? moi je n'ai pas arrivé à comprendre, je ne sais Oui, pas. désolé, moi, j'ai pas entendu non plus. Salomé, peut-être Salomé, que vous pouvez écrire la question, si c'est possible. oui, voilà, si tu Oui. peux l'écrire, peut-être c'est un problème de connexion. Pendant que Ouais. Salomé pose la question à l'écrit, quelqu'un d'autre a une question en commentaire. Ok, Chalik, merci beaucoup. Parfait. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pensez que les migrants, les étrangers sont bien reçus, sont bienvenus en France? Qu'est-ce que vous pensez de la xénophobie en France? Alors, ça, c'est très intéressant en même temps, parce que vous pouvez voir qu'en Europe, généralement, il y a beaucoup de xénophobie. Enfin, beaucoup. On a l'impression aussi. C'est vrai que l'impression qu'on a, c'est qu'il y a beaucoup de xénophobie. C'est pas toujours le cas. Et je dirais que enfin, les étudiants internationaux sont le type de migrants qui sont le plus acceptés, le mieux acceptés par les sociétés. Et alors ça vaut pas que pour la France, hein, puisque moi je l'étudie dans le cadre de mon doctorat dans plusieurs pays. En fait, l'étudiant international est le migrant favori, on va dire, de beaucoup de sociétés. Parce que ce sont des personnes qui arrivent, qui sont éduquées, qui vont potentiellement ensuite contribuer au développement du pays. Donc, globalement, les gens sont plutôt bien reçus. Nous, très sincèrement, on entend très rarement parler de cas de xénophobie au sein de notre école, par exemple. C'est très rare. Ça peut arriver, mais c'est très, très rare. Et on met tout en œuvre, en fait, pour, au contraire, accueillir les étudiants internationaux. Vous avez Campus France, qui est que vous connaissez peut-être, c'est une agence gouvernementale française dont l'objectif est de faire la promotion des études en France. Cette agence a mis en place un label qui s'appelle le label Bienvenue en France et qui accompagne les établissements justement pour l'accueil des étudiants internationaux. Donc ça peut se produire de la xénophobie, mais c'est très franchement plutôt rare. Ok, merci bien. Après, il faut aussi comprendre que selon les nationalités, on a des représentations. Oui. Comme on a des représentations sur les Français ont des représentations sur nous, les Colombiens, et comme on a des Asiatiques, etc. Et ça, c'est un peu partout. Donc, il faut aussi, je pense que vous connaissez quelles sont les représentations ou stéréotypes que les gens ont de nous à l'extérieur. Mhm. Donc, ça va être pareil comme si on va en France, hein. Donc, mais ce qu'il dit, c'est important. Si on va dans les cadres étudiants, c'est une chose que si on va dans un cadre migrant qui peut-être n'a pas de travail, qui n'a pas de logement, etc. Donc, être migrant, mais quel type de migrant? Peut-être on pourrait parler de ça. Il y a Salomé Et qui a posé. Oui, pardon. ouais, on a le même problème, par exemple, je vous dirais, en fait, en France, on a par exemple beaucoup d'immigration qui viennent d'Afrique. Et les étudiants africains peuvent peut-être plus souffrir de xénophobie que les étudiants latinos en France. Par contre, en Espagne, où la présence de Colombiens et de Vénézuéliens est très importante, je pense que les étudiants colombiens souffrent plus de xénophobie. Et c'est le cas à l'envers, hein. Par exemple, quand les Français vont en Colombie, ils ne souffrent pas de xénophobie. Par contre, les Vénézuéliens peuvent plus en souffrir parce qu'ils sont plus nombreux. Vous avez ces cas qui se représentent souvent. Et je vais répondre du coup à la question de Salomé qui disait que les Latinos sont plus spontanés que les Français. Pourquoi les Français ne sont pas comme ça? Pourquoi ils se gardent ces sentiments ou ce qu'ils pensent? Pensez-vous qu'il est meilleur de quelle manière? Ah, alors ça, c'est très personnel, ça dépend. Ce qui est meilleur. Maintenant, j'ai appris à être plus spontané, donc je trouve que c'est plutôt bien. Mais pourquoi les Français ne sont pas comme ça? C'est une excellente question. Je ne saurais pas l'expliquer. Je sais pourquoi, enfin, je sais qu'ils sont différents, mais pourquoi, c'est une vraie question. Je ne sais pas si quelqu'un pourrait répondre même.
s'il y a des chercheurs qui ont recherché sur ça. C'est très difficile à répondre. Ouais. Peut-être des anthropologues, des sociologues, c'est très difficile à répondre. Mais c'est vrai que, voilà, on s'exprime de façon différente. Exemple, parfois on est très content ici, voilà, ça se voit, mais parfois en France, on va dire, ah oui, c'est pas mal. Ouais, ouais, C'est ouais. pas mal. Et c'est pas mal, c'est comme, waouh. Hum. Oui, mais là, c'est pas mal. Moi, je dis, C'est non, pas mais mal, c'est en pas mal, réalité, c'est c'est très très bien. bien. Mais voilà, c'est culturel. Et il faut comprendre que c'est leur façon de s'exprimer. Donc, voilà. Après, D'autres. je pense qu'il y a quelque chose qui joue beaucoup aussi sur le comportement des Européens en général et des Latinos aussi. C'est le fait qu'il y ait des saisons. Par exemple, quand vous vivez en France, en fait, vous avez 4 mois de l'année ou 6 mois de l'année où il fait très très froid. Et en fait, on a cette idée vraiment que et ça joue beaucoup sur notre façon d'organiser le temps, la façon de nous organiser, euh, parce que avant, si vous faisiez pas de réserve de nourriture, si vous prépariez pas l'hiver, vous pouviez mourir de froid au Moyen Âge. Et donc, ce cycle des saisons, en fait, a toujours fait que les Européens ont eu tendance à s'organiser en disant, OK, on a 4 mois d'été où il fait chaud, où on est plutôt bien, mais ensuite, on va souffrir. Et la nature, en fait, va être hostile vis-à-vis de nous avec le froid. Donc, il faut qu'on se prépare à ça. Et dans les pays qui sont plus proches, plus équatoriaux, la nature n'est jamais hostile, ou enfin très peu. Ou si elle est hostile, c'est plutôt les animaux, etc. Mais enfin, vous n'allez pas vivre, vous n'allez pas souffrir de conditions climatiques qui sont vraiment difficiles. Donc ça joue beaucoup sur la construction des personnalités des sociétés, je pense. Ok, merci bien pour cette approche vers une possible réponse de pourquoi on est comme ça et pas comme ça. Quelqu'un d'autre aimerait poser une question? Il y a Lucia. Vous avez dit que le français travaille contre l'incertitude. Pour ces raisons, vous avez remarqué un stress ou une pression collective sur les Français pour éviter les surprises? Alors, pour éviter les surprises, vous allez voir que la France est, par exemple, a beaucoup de... Enfin, si vous avez l'occasion d'aller en France, vous allez voir que les procédures administratives sont assez complexes, pour pas dire parfois très complexes. Et je pense que c'est une façon, ça pour le coup, ça a été assez démontré. Les procédures administratives fortes dans certains pays sont à mettre en parallèle avec l'aversion au risque. Par exemple, aux États-Unis, vous savez que ouvrir une entreprise, ça se fait en quelques minutes. Beaucoup de procédures administratives se font très rapidement. Et les États-Unis ont une aversion au risque qui est proche de zéro. Eux essaient des choses et puis n'ont pas peur de tester des choses et voient si ça fonctionne. Et c'est vrai que les sociétés européennes sont beaucoup plus, notamment les sociétés latines européennes, sont ont peur de cette incertitude et donc souvent se camouflent derrière des procédures administratives fortes. Voilà, donc il Mais faut ça fait être partie. patient et patiente avec les procédures administratives françaises parce qu'elles sont vraiment spéciales, on va dire. Quelqu'un d'autre? Oui, Isabelle, si je ne me trompe pas, pardon. Bonjour. Est-ce que vous pouvez expliquer la différence entre les notes ici et en France? Vous l'avez expliqué, mais je n'ai pas compris très bien. Oui, en fait, c'est la conception d'une note, par exemple. Quand vous passez en France un examen, il suffit d'avoir 10 sur 20. Oui, 10 sur 20. En Colombie, 10 sur 20, ça correspondrait à 2,5 sur 5. Et sauf qu'en Colombie, on ne passe pas avec 2,5. Normalement, on passe avec 3, je pense, pour obtenir la carrera. Et donc ça, moi, quand on m'a expliqué ça la première fois, pareil, je me suis dit, mais de l'arithmétique, mais non. 3 sur 5, ça fait 12. C'est plus que la moyenne. En fait, la façon de noter en France est vraiment très différente par le fait que quand vous avez une note entre 10 et 12, vous avez un examen, enfin vous passez un examen. Quand vous avez plus de 12, c'est bien. Et quand vous avez 14, c'est
plutôt, c'est vraiment très bien. Et en Colombie, cette notion, en fait, un 14, pardon, un 16 en France correspondrait à un 4 sur 5 en Colombie. Un 4 sur 5 en Colombie, c'est bien, mais c'est pas exceptionnel. Une note qui serait exceptionnelle, ce serait un 4,5 ou un 4,6. Et en France, en réalité, obtenir l'équivalent arithmétique de 4,5, c'est quasiment impossible. C'est vraiment une conception très différente. Bon, j'espère que ça a répondu à ta question. Oui. Quelqu'un d'autre? Il paraît que non. Alejandro. Alejandro. Bonjour. Cette question est sur la troisième dimension, plaisir retenu. Et la partie d'enseignement, par exemple, les professeurs, ont plus joie que la partie politique. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir compris. Par rapport au troisième critère? La troisième. Sixième. Sixième, d'accord, donc l'indulgence, oui. Et la partie politique, pardon? Ok. Et cette question est sur la troisième dimension, sixième dimension. La partie d'apprentissage d'enseignement, par exemple, les professeurs ont plus joie que la partie politique. Les professeurs ont plus de choix que la partie politique? Tu es content? Pas sûr d'avoir compris, mais dites-moi. Oui, en espagnol si vous voulez, et puis je. Ouais, bonjour. Ce que je comprends, c'est qu'il veut demander si devenir professeur nous donne plus de joie que d'être politique. Ah, d'accord. Ah oui, alors ça, par rapport, par rapport aux valeurs, par exemple. Ça, c'est très important. Par rapport aux valeurs qui sont prônées dans une société, je donne souvent l'exemple américain. Si vous allez aux États-Unis, vous allez vous retrouver avec des amis et la meilleure personne autour de la table sera celui qui aura le plus d'argent. Parce que souvent, l'argent, c'est vraiment la façon de mesurer le succès. Et en effet, en France, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. La personne qui est le plus considérée dans la société, c'est la personne qui va avoir le plus de culture, on va dire. Et plutôt que d'avoir un grand compte en banque, les gens vont plutôt s'évertuer à lire des livres, à regarder des films, à être capable de faire des citations. Avoir de la culture en France, c'est très très bien considéré, c'est un petit peu le summum de la société. Ça n'empêche pas que les gens veulent avoir de l'argent et veulent en gagner, mais ce n'est pas la valeur principale. Donc, pardon, je n'avais pas bien compris la question, mais oui, donc par exemple, les professeurs sont très bien considérés dans la société française. Merci bien. Merci pour cette question. C'est vrai qu'elle est très importante, très intéressante. Voilà, au niveau social, quelle impression vous donne un politicien, un homme ou une femme politique, ou un professeur, ou un étudiant, ou un paysan, la personne qui cultive la terre, par exemple. En France, c'est aussi très intéressante. Je me souviens une réunion, un petit apéro, et il y avait des paysans, des personnes qui travaillaient la terre, qui étaient, je fais la comparaison avec la Colombie, qui étaient aussi bien intégrés dans la conversation qu'une personne qui travaillait au milieu médical. C'est-à-dire, c'était comme dans la au même niveau, on pourrait dire. Pas de hiérarchie, parce que la personne, elle connaissait beaucoup de choses, elle lisait beaucoup de choses, elle s'informait, etc. C'est-à-dire, au niveau culturel, elle était au même niveau que les autres. Donc, il y avait pas vraiment une énorme différence. Donc, moi, je me suis dit, c'est très sympa. Si je compare avec la Colombie, exemple, mes grands-parents étaient des paysans. Et je sais que le traitement qu'on donne aux paysans, c'est pas la même qu'on va donner à un médecin, par exemple.
Donc ça, j'ai apprécié en France, que les gens étaient plutôt au même niveau. Quelqu'un d'autre? Donc, on va poser les 2 dernières, peut-être, ou 3 dernières. Et lui, là. Bonjour Alexis, et ma question est quel est le pays avec lequel vous avez eu les plus difficultés à adapter? Enfin, j'allais dire sans difficulté, mais si, en fait, c'est difficile de répondre parce que j'ai pas vécu le même temps dans certains pays. Par exemple, en Turquie, j'ai vécu un semestre et je suis resté finalement sur la première partie, lune de miel. En Colombie, j'ai vécu 6 ans, donc ça a été très difficile au début, mais finalement, je pense que je suis arrivé à la 4e étape, qui était vraiment de comprendre les 2 sociétés. Et aux États-Unis, où je suis resté moins longtemps, c'était 3 ou 4 mois, je pense que je suis resté dans le choc culturel. J'ai jamais vraiment eu, j'ai pas eu le temps de passer dans l'adaptation. Donc, je dirais les États-Unis, ouais. Ils sont très surpris là. Il y a quelque chose aussi intéressant pour le niveau du choc culturel. C'est pas linéaire. Oui, on peut commencer dans le premier, mais peut-être on peut pas commencer dans le premier. Peut-être qu'on est dans le 12e et on peut aller en arrière. Vous voyez, c'est pas forcément linéaire. On attend que ça soit comme ça, un processus, mais on peut s'arrêter au milieu ou dans la 2e ou 3e étape ou aller en arrière ou sauter. C'est comme une référence, juste. Exactement. Et par exemple, certaines personnes vont passer par toutes ces phases de la courbe que je vous ai montrées sur une année académique. Ensuite, ils vont rentrer dans le monde professionnel et ils vont rebasculer parce que le monde académique et le monde professionnel est très différent, même au sein d'un même pays. On va écouter Christian. Bonjour. Bonjour. Avec l'acceptation du pouvoir, pensez-vous que le haut niveau de hiérarchie du pouvoir en la Colombie soit positif ou négatif? Se pose comment? Est positif ou négatif? Oui, si c'est positif ou négatif. Mais ça, c'est un point de vue strictement personnel. Moi, j'aurais plutôt tendance à être beaucoup plus bas dans la gestion de hiérarchie, donc, enfin, dans la dimension hiérarchique. Donc, pour moi, plus cette. Enfin, je serais entre peut-être à 20 ou 30. Donc, plus de la hiérarchie est basse, ou moins il y a de hiérarchie, plus on se fait confiance parfois, et je pense que c'est mieux. Et c'est vrai que, mais ça c'est un avis strictement personnel, parfois trop de hiérarchie, enfin de la hiérarchie c'est utile, notamment pour prendre des décisions, mais parfois quand il y a trop de la hiérarchie, ça peut ralentir beaucoup les processus, et on peut avoir l'impression que l'on ne fait pas suffisamment confiance aux gens. Ok, bien, on va s'arrêter là. Alexis, merci beaucoup pour cette présentation, pour ton temps. Avec grand plaisir. Merci beaucoup à vous tous et toutes d'être venus pour vos questions, commentaires très intéressantes. Aux professeurs qui sont venus nous accompagner, merci. Passez une bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup et bravo à tous pour votre français. Je suis vraiment épaté. Vous m'avez impressionné. Donc, peut-être un jour, je me rendrai à Univalle, alors j'aurai l'occasion de vous voir en vrai. Mais c'était un vrai plaisir. Merci et j'espère que vous aurez appris des choses. Merci beaucoup. Vous êtes les bienvenus, bien sûr. Merci. Merci, au revoir. Merci Alexis, au revoir.